Laissez-vous conter la Haute-Loire, mythe et légende d'un pays mythique et légendaire, le plus bel endroit du monde avec ses sucs volcaniques, ses forêts, ses lacs, ses rivières, mais aussi avec son histoire, avec ses histoires. Et puis il y a ceux qui la peuplent, ceux qui y vivent, ceux qui la vivent et ceux qui la visitent et n'en repartent jamais vraiment les mêmes, tant la Haute-Loire ne laisse personne indifférent. Les 16 et 17 novembre prochains se tiendra le congrès Altistoria du côté d'Issingeaux, au programme conférences, table ronde, stand littéraire autour de l'histoire locale. Alors oui, pour les auditeurs d'FM 43, le nom d'Altistoria est familier puisque c'est l'émission emmenée par Loïs Chambon ici sur nos ondes. Alors pour nous présenter en détail et avec toute la passion du territoire altiligérien qui l'anime, rencontre avec Loïs d'Altistoria. Loïs, bonjour. Bonjour. Alors, Altistoria sur FM 43, c'est les mercredis soirs à 19h, avec une rediffusion le samedi à 11h. Alors, je me disais que peut-être que certains auditeurs de la matinale ne connaissent pas ton émission. Je me suis dit que peut-être tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton émission. Alors déjà, effectivement, je m'appelle Loïs. Je suis animateur de l'émission Altistoria depuis 2 ans maintenant. C'est une émission qui a été créée en 2022, voilà, en partenariat avec la radio. C'est une émission en fait vraiment au début qui m'animait de par ma passion pour l'histoire locale. J'ai eu la chance d'enseigner l'histoire il y a quelques années en collège et lycée, et c'est vrai que souvent je constatais que dans les programmes, on angle l'histoire d'une manière très nationale, ce qui est très légitime, mais que parfois on passe un peu à côté de notre histoire locale, et parfois il y a de vrais trésors à côté de chez nous. Et historiquement, c'était une volonté, même d'enlever un petit peu les identités locales pour nationaliser tout ça. Donc après, c'est un peu resté. Puis il y a aussi le fait qu'on peut pas tout aborder non plus en cours d'histoire. Enfin, c'est toi l'ex-prof d'histoire, t'en sais plus que moi, mais c'est un peu ça quand même. Et c'est exactement ça. Et c'est triste, mais bon. Mais à juste titre aussi, parce Voilà. qu'effectivement, on a tellement une histoire riche en France qu'on est obligé de faire des choix, et que pour que les élèves comprennent les angles, comprennent les grandes parties de l'histoire, on est obligé d'en parler nationalement, y compris parfois avec le monde. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on aborde l'histoire d'une manière locale. Donc de terroir, etc. Et moi, je suis vraiment un gros chauvin de la Haute-Loire. Je suis un enfant de la Haute-Loire. Je suis parti faire mes études dans les grandes villes, Marseille, Lyon, Paris. Et pourtant, j'ai toujours voulu y revenir, contrairement à certains qui font le choix d'y vivre. Moi, j'ai jamais pu... J'adore Paris, j'adore Lyon, mais de loin, de temps en temps. J'aime vivre en Haute-Loire. Je trouve qu'on a vraiment un département où la qualité de vie est extraordinaire, où on peut faire plein de choses, touristiquement parlant, c'est très intéressant. D'ailleurs, le département a été le meilleur département de l'année, je crois, l'année dernière. Ne me demande pas à moi, je te dirais que c'est le meilleur département de toutes les années du monde entier, mais on est d'accord. Je peux pas te répondre, moi je suis pas objectif. On est d'accord. Et voilà, donc il y avait cette envie, si tu veux, de promouvoir l'identité du territoire, mais aussi de mettre en lumière une histoire locale qui est parfois méconnue du grand public, voilà, des gens, et je crois que c'est ce qui fait la beauté de cette émission, c'est-à-dire que quand j'entends des retours en me disant « Ah mais je savais pas du tout, c'est à 20 minutes de chez moi, etc. » Ça c'est vraiment le but de l'émission, c'est-à-dire mettre en lumière les trésors de l'histoire locale pour les Altigérens. C'est très vrai un peu partout. On a tous tendance à aller voir un petit peu, dès qu'on peut, aller s'évader, à aller traverser, alors que ce soit la France ou la région ou le monde, ou peu importe. Et puis on connaît parfois très mal notre région, notre département ou même notre petite localité là. Donc ça c'est chouette, ouais. Et puis toi t'as un petit peu dérapé du coup là, t'es carrément sorti des ondes et tu organises un congrès. Là tu vas carrément sortir des murs et des ondes de la radio pour aller carrément chercher les gens, et là physiquement, pas uniquement via la radio. C'est ça, alors oui effectivement j'aime bien le challenge déjà. Après, je m'embarque jamais dans des aventures tout seul. C'est-à-dire que ce congrès, cet événement, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé
par les intervenants que j'ai rencontrés, les nombreuses personnes que j'ai interviewées. Et beaucoup me disaient c'est dommage, il faudrait qu'on puisse avoir un endroit où se voir, où se retrouver, pour échanger, etc. Et du coup, quand on sent qu'il y a une demande, je pense qu'il faut y aller. Et surtout quand il y a une équipe motivée, donc ils sont une vingtaine à peu près à m'aider pour ce congrès. Une vingtaine d'ailleurs, une partie de ces personnes vont intervenir dans le programme dont on parlera tout à l'heure, les conférences et les tables rondes du congrès. Donc voilà, c'est vraiment j'ai envie de dire une envie commune des intervenants que j'ai rencontrés de se retrouver autour d'un week-end pour mettre en lumière l'histoire locale du département et surtout pour proposer aux gens, aux locaux, un événement avec des stands littéraires, des tables rondes, des conférences dédiées à leur histoire locale. Donc toutes les thématiques qui seront abordées seront des thématiques 100% du cru, j'ai envie de dire. Et je trouve ça quand même assez intéressant parce que je crois que ça n'existait pas avant, si je ne me méprends pas, non plus. Pas à ma connaissance. En tout cas, que sur des thématiques vraiment 100% locales. Et du coup, je trouve ça vraiment super bien. Et on sait à quel point, pour nous, en Haute-Loire, le contact humain est super important. Et c'est bien de se voir, on aime se voir et se parler ici, chez nous. C'est vrai, depuis toujours. Des fois, on paraît un peu comme ça, faut gratter un peu la surface, mais en fait, non, ça fait vraiment partie de nous, ce côté contact humain. Donc le congrès, il aura lieu, il débute le samedi 16 novembre et il ouvre avec une conférence à 14h sur un thème. Alors moi, j'ai trouvé le thème, c'est un peu l'évidence d'ouvrir là-dessus pour moi, je trouve, mais un thème omniprésent chez nous, la forêt. Exactement, c'est un des termes les plus techniques qui est abordé, technique entre guillemets, du congrès. Prenez pas peur, allez-y. La forêt, conflit entre paysans et forestiers au 19e siècle, c'est vrai qu'on est dans une région très de montagne, remplie de forêts, etc. Et que la vie des gens avant, elle était encore plus rurale, encore plus forestière, et qu'on se rend compte que la forêt, ça a été souvent des enjeux à la fois économiques et politiques très importants. Et donc là, c'est une personne qui s'appelle René Dupuis, qui est un intervenant extraordinaire qui nous fait la conférence. Et durant la conférence, comme pour toutes les conférences, il y aura à peu près une demi-heure de conférence et une demi-heure d'échange avec le public. C'est très important à dire, c'est-à-dire que c'est pas juste un endroit où on vient, on écoute et on s'assied, c'est un endroit où on écoute et ensuite où on échange avec les intervenants, où on a la parole. Voilà. Et c'est là où il va falloir réagir, interagir, échanger, et ça peut être, on continue le programme parce que là on a pas mal de choses à aborder et je me dis que ce serait bien qu'on comme tu viens de le faire, pour chaque point on va essayer un petit peu de présenter 15h30, toujours le samedi 16, une table ronde sur le territoire des Sucs Issingelais. Oui, les volcans. Alors, on a des intervenants de qualité sur le volcanisme du Velay et du coup, je leur ai demandé en fait de faire quelque chose en lien avec les Sucs d'Issingeaux, qui sont au nombre de 7, je crois, si je ne me trompe pas. Certains disent 8, mais on s'arrête à 7. En tout cas, c'est vraiment la particularité du paysage issingelais, c'est ces Sucs, c'est dominant. Faire un congrès sur la Haute-Loire à Issingeaux sans aborder les Sucs, là tu t'engages à de lourdes sanctions là. Voilà, c'était obligatoire de les aborder, les Sucs Issingelais. Voilà, donc une thématique qui explique comment est-ce que ces Sucs se sont formés, puisqu'ils ne sont pas apparus tout seuls. Ils n'ont pas poussé comme ça, ou ils ont donc hyper intéressant ça aussi et encore une fois de connaître un peu notre territoire, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ils se sont créés ces Sucs, et ils sont omniprésents chez nous. Quand on passe ici, impossible de les louper, et ils sont absolument magnifiques. 17h, table ronde. Comment la Haute-Loire est-elle devenue une terre d'accueil durant les 2 guerres mondiales? Très grand sujet. Gros sujet aussi, ouais. Très intéressant. Les 2 intervenantes, Marie-Martine Lelayer de Barba et Florence Roche, sont extraordinaires, sont devenues des amies. C'est des personnes très compétentes. Florence est professeure d'histoire géo agrégée. Marie-Martine, elle est généalogiste, ancienne juriste. Elle est membre de la société académique. Elles abordent ce sujet d'une manière extrêmement humble déjà, c'est-à-dire très humaine. Elles sont allées beaucoup chercher dans les archives pour connaître ce sujet, et surtout elles abordent un sujet sensible, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire des justes parmi les nations, c'est là où certaines personnes sauvent des juifs, donc c'est pas
très facile à aborder. Et puis la Première Guerre mondiale, il y a toute une série en fait de migrations vers le sud impressionnantes, de personnes qui sont littéralement déplacées pour laisser la guerre s'effectuer dans le nord du pays. Et donc on a tout un tas de personnes qui arrivent en Haute-Loire pendant ces années de guerre, qu'on appellera ensuite les bouches inutiles, parce que pour les locaux c'était des bouches inutiles, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils profitaient, il fallait les nourrir, mais ils n'étaient pas vraiment insérés professionnellement dans la société, une société qui était majoritairement agricole. Et forcément, mais c'était les hommes qui partaient travailler. Donc, voilà, c'est super intéressant à aborder comment la Haute-Loire vit en fait ces moments où, pour la Première Guerre, les hommes partent. Donc les femmes se retrouvent un peu seules. Comment est-ce que le territoire il arrive à vivre, à se réorganiser avec tout ça. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il y a toute la dimension de l'arrestation des Juifs, de la résistance, qui est très intéressant à aborder. Et Florence le fait avec... encore une fois, beaucoup d'humilité et voilà. Enfin, les émissions que j'ai faites avec elle étaient très touchantes là-dessus, parce que c'est un sujet très humain. Et on ne se doute pas, en fait, que la Haute-Loire a été un des territoires à accueillir le plus de réfugiés durant les grandes guerres, et où les gens ont fait preuve, je crois, de plus d'accueil. Et on peut aussi le lier avec ce qui s'est passé en Ukraine dernièrement. Et comme tu disais, parfois, l'altigérien a un peu le cliché d'être froid, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut savoir gratter. Il faut savoir gratter. Et en fait, on se rend compte que la Haute-Loire, ça a été une terre très chaleureuse qui a beaucoup fait preuve d'accueil envers ces étrangers-là. Pendant ton intervention, j'étais en train de me dire, alors les guerres, les 2 guerres mondiales, bon, évidemment c'est des sujets énormes et super importants, mais je pensais aux thèmes qui vont être abordés tout au long du week-end. Alors je le disais tout à l'heure, les forêts, les rivières par exemple, les sucs, tout ce qui est paysage et tout ça omniprésent chez nous, ça paraît des thèmes évidents. Mais là je me disais, la torture pour choisir les thèmes abordés dans le week-end, parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement d'époques, tu aurais pu choisir d'autres périodes, et c'est vrai que ceux-là sont super importants, mais la torture que ça a dû être pour te dire, tiens, de quoi on va parler, sur quoi on va échanger dans notre histoire locale, comment, non, tu n'auras peut-être pas de réponse là tout de suite, mais ouais, sur comment t'as tranché en fait, parce qu'il y a il y a énormément de sujets à aborder. Alors tu t'es dit bon, je serais obligé de faire d'autres éditions du coup. Hein. Je suis obligé de revenir l'année prochaine maintenant. C'est ça, oui, on peut toujours se dire déjà l'année prochaine, on en parlera. Après, il y a eu 25, mais je sais pas si pas 30, une trentaine de propositions de thèmes. Hein. Et il faut choisir. Et j'en ai sélectionné 7. Ouais. Alors je les ai pas sélectionnés tout seul parce que je travaille beaucoup en équipe. On s'est vu dans beaucoup de réunions avec les intervenants et le petit noyau que j'ai d'organisation. Et en fait, les thèmes sont ressortis tout seuls avec les avis des uns et des autres. Dans les échanges, il y a eu quand même Martin de Framont, qui est l'ancien directeur des archives de Haute-Loire, qui est quand même quelqu'un de très qualifié, qui nous a beaucoup aidé à sélectionner ces thèmes-là. On a choisi un angle super important, l'histoire, le conte, le fait de raconter quelque chose. Donc forcément, on a sélectionné quelques faits divers, les légendes, les doléances des Algériens durant la Révolution française, on y reviendra après. Ouais, pareil, ouais. c'est lié à l'écriture, à l'histoire. En fait, on a beaucoup orienté le congrès sur le fait de raconter, sur les histoires. Voilà. Et on a donné aussi une dimension au paysage. Parce qu'on sait que les Altigériens, ce sont quand même des gens de la terre, c'est du concret. Puis on est très attaché à nos paysages. Hein. Voilà. Donc il fallait qu'on ait aussi des thèmes qui abordent ces paysages-là. Voilà. On continue le programme, 20h, conférence. Alors, moi j'ai trouvé le thème gros débat. Alors, toi t'étais prof d'histoire, j'imagine que tu vas pas me contredire, mais conférence, la preuve historique est-elle nécessaire pour interpréter l'histoire? Par Martin de Framont. Voilà. Il y a gros débat là sur le sujet. Donc ça c'est une conférence un peu philo, hein, j'ai envie de dire. Ouais. On en a beaucoup parlé et en fait on a souhaité mettre une conférence dans ce style-là, tout simplement pour donner la possibilité aux gens qui sont friands de ces thématiques un peu philo de pouvoir venir. Elle est animée par Martin de Framont, donc c'est quelqu'un de très compétent, je disais, ancien directeur des archives de Haute-Loire. Et surtout parce que cette preuve en histoire, elle est consubstantielle à tout travail en histoire, elle est même parfois obsédante chez certaines personnes. C'est-à-dire que la preuve en histoire, ça vous donne la légitimité de dire quelque chose.
Et dans toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est toutes des personnes qui sont allées chercher la preuve, ou du moins qui ont fait l'effort d'aller la chercher, cette preuve. Et on se rend compte aussi que la preuve, parfois, elle évolue, qu'il y a des écrits, souvent c'est par l'écrit, en fait, la preuve, en histoire, et que la chose évolue, et que l'histoire, en fait, elle est interprétée, c'est une science interprétative, et qu'en fonction de nos sociétés, on va l'interpréter différemment. Et tout est lié en fait à cette preuve, à cette recherche de la preuve constante de l'historien. Donc c'est un sujet un peu plus lié au domaine historien, mais qui, encore une fois, est grand public, qui est passionnant à écouter, et puis on peut le lier avec plein d'autres sujets. Voilà. Eh ben, ça mérite d'être creusé et d'aller découvrir cette conférence. On passe à jeudi, on passe à dimanche 17, dès 14h30, une conférence, les caillettes de doléances, donc t'en parlais tout à l'heure, des altiligériens durant la Révolution française. Et là, c'est par Didier Bourdelin. Didier Bourdelin, enseignant d'histoire-géographie à Rocharno, à la retraite, membre du comité du centre d'histoire sociale, pardon. Sujet passionnant, hein, durant la Révolution française, Louis XVI fait appel au peuple en demandant au peuple de lui dire voilà, ses remontrances, ses doléances. On se rend compte déjà que beaucoup de personnes à l'époque sont illettrées, donc ne savent pas écrire. Donc ces cahiers de doléances sont écrits par une toute petite partie de la population. Mais néanmoins, ils retransmettent de vrais éléments qui sont parfois très drôles. Sur ce que les gens voulaient. Et on se rend compte surtout que Louis XVI n'était pas détesté par la population locale. Et ça, c'est très intéressant à voir en fait dans les écrits. Que les gens ne demandaient absolument pas qu'on décapite le roi. Que les gens n'étaient pas forcément anti-monarchistes, bien loin de là. Puis ils étaient plutôt... la Haute-Loire est une terre conservatrice, hein, donc il y avait plutôt des monarchistes que des laïcs dans ces cahiers-là. Donc c'est super intéressant à voir, c'est une période très charnière de l'histoire. Il parle forcément un peu du national, parce qu'on ne peut pas parler de cette période sans parler de la période de la terreur et de Robespierre, etc. Mais il le lit avec des documents d'archives qui sont locaux, c'est-à-dire qui ont été écrits, rédigés par des Algériens à l'époque. Et ces documents, d'ailleurs, seront lus par un comédien professionnel qui s'appelle Erwan Leroy-Arnaud, qui est administrateur de la Mobile Compagnie, située à Saint-Austien, qui est une compagnie qui est en résidence sur la ville d'Issingeaux pendant 3 ans, et donc qui interviennent durant plusieurs autres conférences, c'est tout marqué sur le programme, pour lire des documents d'archives locaux en fonction des thématiques. Tu le disais, c'est marqué sur le programme. Le programme, on va le retrouver sur plusieurs points. Le programme, il est distribué, tu le diffuses. Est-ce qu'on le retrouve aussi sur Internet? Est-ce qu'on peut le trouver facilement? Office du tourisme, j'imagine. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce programme du congrès Altistoria un peu partout. Mais si tu as des réseaux ou des sites Internet, on n'oubliera pas de le remettre à la fin. Hein, on y pense. On y pense. On est deux, on essaye d'y penser. 16h, on en est là. Ouais, je me trompe pas de ligne. 16h, une table ronde sur la bête du Gévaudan, entre mythe et réalité. Ah, la bête du Gévaudan. Gros classique, je ne pouvais pas ne pas le mettre. C'est une des émissions, c'est l'émission qui était la plus écoutée. C'est un sujet divers qui déchaîne les foules, l'opinion publique depuis près de 50 ans maintenant, parce que mine de rien, ce sujet, ça s'est passé en 1764 et c'est tombé un peu aux oubliettes, la bête du Gévaudan, jusqu'en 1969-70. Où certains écrivains remettent au goût du jour, je ne sais plus lesquels exactement, mais remettent au goût du jour un peu ce fait divers. Et il y a un emballement un peu médiatique dans les années 70 sur ce sujet-là, et à partir des années 80, c'est 1 ouvrage, 2 ouvrages, 3 ouvrages, 4 ouvrages par an. Donc aujourd'hui, c'est très connu, mais ça a été oublié pendant 150 ans. Et surtout, voilà, c'est ce qui plaît aux gens, je crois que c'est le fait divers aujourd'hui quand même, et puis la chose mystérieuse, le fait de ne jamais savoir, l'identité de l'animal. Donc on a 3 intervenants qui vont intervenir sur cette table ronde. Bernard Soulier, lui, il va aborder le côté très historique. C'est le président de l'association en question sur Auvers, Versog. Donc lui, il a lu pratiquement tous les documents d'archives. Il est incontournable, il passe sur France 2, France 3, dès qu'il y a une émission. Voilà, je suis un grand fan de Bernard Soulier. S'il m'écoute, je le salue bien. Manuel Atman, lui, c'est un grand défenseur du loup.
Le loup a été la grande victime dans cette histoire, on en reparlera durant la conférence. Et Il revient au centre du débat, le loup, en plus. Alors Et là, en- c'est d'actualité, hein, le sujet. Exactement. Là. Voilà, donc du coup, je fais intervenir Manuel parce que lui, il a vraiment un angle d'approche où il va défendre le loup et expliquer pourquoi le loup a été aussi incriminé à l'époque. Et effectivement, on peut y lier tout un tas de croyances locales et un rapport au loup par les sociétés modernes qui est pas si éloigné d'il y a 250 ans, hélas. Et puis Patrice aussi, bien évidemment, qui lui a un angle d'approche beaucoup plus en lien avec les contes, les légendes, la transmission aussi du fait divers de la bête du Gévaudan au travers des veillées auvergnates au 19e siècle. Enfin bref, c'est passionnant. Les trois hommes ont vraiment des parcours différents. Et un angle différent. Voilà, et donc du coup, ils se complètent super bien et ce sera une belle table ronde, je pense. 17h30, une conférence sur les loups-garous, dames blanches, focus sur les croyances, les légendes de nos campagnes altiligériennes. C'est bientôt Halloween. Alors Halloween, c'est américain, irlandais, mais nous aussi, les Altiligériens, on a nos croyances françaises qui peuvent parler des loups-garous. Alors tu vois, quand tu parlais du Gévaudan, ça m'évoquait un peu les légendes celtes qu'on peut trouver en Bretagne, etc. Et là, il y a le lien avec l'Irlande. Et on a un cousinage avec les Celtes et tout ça. Donc on a un peu ça en nous aussi. Hein. Bien sûr. Ces légendes et c'est... Voilà. Bien sûr. C'était une parenthèse, pardon. Non, non, mais totalement, mes amis gaulois de Vella-Viellon le diront mieux que moi. Halloween, c'est une fête... il y avait une fête gauloise qui était Halloween, qui s'appelait Sabonios, je crois, qui fêtait la fin de l'été, en fait, le passage de la lumière à l'obscurité. Voilà, et bon, après, ça a été transformé. De toute façon, toutes les croyances et les coutumes, on se rend compte qu'elles sont toutes un peu liées, reprises à différentes sauces en fonction des pays, des époques. Et Patrice Ray en parle très bien. Et il parle très bien à la fois de ces modes de croyances qui évoluent avec le temps et aussi des localités de Haute-Loire. C'est-à-dire que Brioude ne croyait pas au même loup-garou que Pradel, que Tence. Donc en fonction des localités altiligériennes, on ne croyait pas aux mêmes choses. Voilà. Alors, c'est un truc, ce que tu dis là, c'est un truc qui peut peut-être nous faire un peu sourire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est très proche, tout ça. Mais à l'époque, c'est loin, en fait. Pradel, Tence, c'est des endroits vachement éloignés. Par rapport à aujourd'hui, on prend la voiture, on est hyper rapidement à Pradel, mais à l'époque... donc forcément, bien sûr que ces gens-là croyaient pas les mêmes choses et puis ils avaient l'air d'être hyper éloignés. Enfin, ils se rencontraient pas tous les matins, je veux Ils dire voyaient quoi. moins. Voilà. Donc forcément que c'est des endroits qui aujourd'hui nous paraissent très proches, mais à l'époque on pouvait avoir des visions ou des croyances totalement différentes en fait. On était dans un temps long et puis dans un temps où les gens étaient très repliés, quoi. Les hivers étaient longs, et beaucoup Rude. de neige, rude. Ouais. Il pouvait durer jusqu'à 6 mois. Donc voilà, Patrice Ray l'expliquera mieux que moi, mais il se voyait souvent autour de veillées le soir. Et ces veillées, c'était des espaces de microcosme de société très importants où les gens, c'était vraiment très pris au sérieux. C'était pas on va jouer aux cartes, on va se raconter des blagues. Non, 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 c'était les hommes déjà qui donnaient les histoires. Et ils avaient vraiment des rôles très pris au sérieux de transmetteurs de la parole orale locale. Et la bête du Gévaudan, elle s'est transmise en fait dans cette oralité au 19e siècle. Les loups-garous aussi, les sorcières, les dames blanches. Et c'est très intéressant de voir que ces croyances, en fait, elles ont subsisté jusqu'à nos jours. Et puis, toujours pareil, je reviens un petit peu toujours aux parenthèses et je fais le parallèle avec aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des choses quand on parle d'époque passée où aujourd'hui on a du mal à comprendre, à interpréter ça, mais toujours pareil, pas d'internet à cette époque, pas de radio, pas de télé, donc les transmissions se faisaient de manière orale et d'une personne à une autre, quoi. Donc c'est une manière de communiquer qui est totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, il faut pas l'oublier, quoi. C'est ça, les conteurs de s'éveiller, c'était un peu les conteurs de s'éveiller, c'était les radios locales. Bah, oui, voilà. Et où on part dans l'histoire, c'est comment on appelle ça, des ménestrels, ces gars qui venaient raconter un peu l'actualité, raconter ce qui s'était fait, etc. Mais c'était le journaliste ou de l'époque, quoi. Et du coup,
et bouche à oreille. Donc forcément, avec ce qu'on connaît, les avantages et les inconvénients du bouche à oreille. Donc voilà, il n'y a pas une liaison directe. Aujourd'hui, on fait un clic, on a un doute sur un truc, voilà, un clic et on a la version mondiale de ce qui vient de se dérouler. C'était pas le cas à l'époque. Donc voilà. Et puis, je reviens sur l'événement. Tout le week-end, camp gaulois et romain et salon littéraire. Tout le week-end. C'est ça, salon littéraire restreint, puisque le week-end d'après, c'est le salon du livre à Yssingeaux. Et donc, je précise que ce n'est pas un salon du livre, c'est un espace de stand littéraire où uniquement les intervenants des conférences et des tables rondes vendent leurs ouvrages. Donc, si le public veut les retrouver, donc ce sera en salle d'Orca, juste à côté du théâtre, à l'hôtel de ville d'Yssingeaux. Si le public veut retrouver les intervenants des conférences et des tables rondes, il peut aller directement sur place, échanger avec eux, ils vendront leurs ouvrages, etc. On a aussi 2 éditions locales qui tiendront un stand, les éditions Créées et du Roure. Et donc, tout ça se déroule les 16 et 17 novembre prochains, Yssingeaux évidemment, et du côté donc de la salle d'Orca, du Jardin des Bersberg et du théâtre aussi. Voilà, ça, on a 3 sites. Le théâtre d'Yssingeaux, c'est là où on se fera la programmation, les conférences, les tables rondes. La salle d'Orca, donc, qui est juste en face, c'est l'espace d'échange, voilà, de stand littéraire, d'échange entre le public, les intervenants. Et entre les deux, vous avez le Jardin des Bersberg, qui est une sorte de petite cour, qui est l'ancienne cour de la prison d'ailleurs, je crois, qui a été refaite il y a peu, qui est splendide. Et dans cette cour sera installé 2 camps, un camp gaulois et un camp romain. Et alors, si vous connaissez peu Yssingeaux, là tu viens de le dire, entre les deux, tout ça se fait à pied, c'est situé sur le même secteur, tout proche de la mairie, de l'église, enfin vous pouvez pas les louper quoi. Voilà. L'entrée est libre tout le week-end. Et avant qu'on oublie, si tu veux communiquer les adresses des réseaux, ou sites internet, ou là où on peut aller trouver toutes les infos concernant le congrès Altistoria. Oui, entrée libre, ça nous tenait à cœur que cet événement il soit accessible à tout le monde, voilà, sans conditions financières. Et puis parce que ce terroir local, il leur appartient un peu aussi aux gens. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment de le mettre en accès libre total. L'accès au camp est gratuit aussi, je le précise parce que j'ai des questions dessus. Camp gaulois, romain, il n'y a pas à payer de manière supplémentaire pour y accéder. Le camp romain sera organisé par l'association Leg 19, qui est... non, Leg 29, pardon. Faut que je révise mes chiffres romains, qui est une association qui est sur Borne, sur la commune de Borne, et le camp gaulois sera organisé par l'association Vélavie Yallon, qui est sur la commune de Montregard, si je ne me trompe pas, et de Lapte également. Pour retrouver le programme en détail, vous avez bien sûr l'Office du tourisme d'Yssingeaux, tous les commerces d'Yssingeaux, le site internet de Radio FM 43, vous avez une rubrique Altistoria dans laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des infos, et bien sûr les réseaux sociaux, Instagram, Facebook de Radio FM 43, sur lequel sera communiqué très prochainement un clip vidéo qui mettra en scène le congrès, son contenu et son organisation. Et puis, on a quelques programmes aussi à la radio. Alors, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer dans les locaux d'FM 43. On sera ravis de vous donner la plaquette avec tout le programme dedans. Ce sera avec plaisir. C'était Loïs d'Altistoria qui est venu nous parler de ce congrès à venir. Je suis porteur du projet, mais j'ai été beaucoup aidé par la ville d'Yssingeaux et je les remercie énormément. Je remercie Pierre-Alain Abriel, le directeur des affaires culturelles de la ville, qui m'a apporté son soutien sans faille avec son équipe qui ont une politique très tournée vers la culture, le patrimoine, qui ont conscience des atouts de la ville, de la zone ysingelaise, et je les remercie beaucoup. Il y a tout un tas de choses qu'ils ont mis en place pour nous aider et je leur en suis très reconnaissant. Merci à toi, et puis c'était le premier congrès, donc je vous souhaite le meilleur pour ce premier congrès. Vas-y. Et le deuxième aura lieu l'année prochaine. J'ai déjà les dates. Bon, c'est très loin encore. On sera peut-être même plus là, qui sait. Oh, s'il y a une troisième guerre mondiale. Non, tout va bien. Il y aura un deuxième congrès. Non. Ouais, les 18 et 19 octobre 2025. Alors vous mélangez pas, ce sera le prochain. Ouais, vous mélangez pas. Sur la commune d'Ozon, chez mon ami le maire Jean Piludu, alias Papou Poustache.
Voilà. Mais celui-là, pour cette année, ça se tiendra les samedis 16 novembre et dimanche 17 novembre. Loïs, merci pour toutes ces informations et précisions. Merci à toi, Didou. Merci. Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflits entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Légendes, croyances populaires, dames blanches, loups-garous, tous les pans de votre histoire locale altiligérienne seront abordés durant 2 jours, les 16 et 17 novembre 2024 prochains. Le programme en détail est disponible sur le site internet de Radio FM 43, mais également au local de Radio FM 43. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Les 16 et 17 novembre 2024 prochains, laissez-vous compter la Haute-Loire.